C'est vrai qu'en écoutant les interventions variées et passionnantes d'hier et d'aujourd'hui, je me suis dit que finalement, c'est sur le terrain que les historiens font la rencontre ou ont fait la rencontre de l'imaginaire social et peut-être hors de avant toute conceptualisation ou théorisation. Et c'est vrai que je me suis intéressée au crédit au départ dans une approche qui était plutôt sociale. Et c'était en lisant en fait les nombreux écrits publiés sur le sujet dans la première moitié du XIXe siècle que j'ai découvert le poids de l'imaginaire social dans ce thème qui a priori est fort peu ouvert sur l'imaginaire. Alors c'est vrai que le crédit, qui a aujourd'hui une acception essentiellement économique, porte en lui des croyances, des représentations, des valeurs. Les textes chrétiens révèlent qu'il s'agit d'une métaphore centrale pour définir la condition humaine. L'homme est le débiteur de Dieu, un débiteur insolvable, à qui Dieu pourtant accorde son pardon, sa libération, mais qui attend en retour qu'il fasse de même avec son prochain. Remettez-nous de nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, est-il ainsi écrit dans la version originelle de Notre Père. Et la dette, par la suite, va être perçue comme une offense, comme un péché, mais c'est une réalité inévitable. La condamnation des subprimes, la dénonciation de la spéculation effrénée, la suspicion morale qui porte sur le surendettement témoignent aujourd'hui encore du poids des représentations. Donc je disais, la condamnation des subprimes, la dénonciation de la spéculation effrénée, la suspicion morale qui porte sur le surendettement témoignent aujourd'hui encore du poids des représentations sociales dans la description et l'interprétation des phénomènes et des faits économiques. Donc je prolonge en fait ici une réflexion qui a été débutée il y a quelques années lors d'une journée d'études. Et ma communication va chercher à préciser les contours et l'évolution de l'imaginaire du crédit dans la France du XIXe siècle, en posant en particulier le problème de l'articulation de représentations plurielles, voire contradictoires. Alors les sources sont nombreuses. Alors évidemment les sources littéraires viennent à l'esprit, mais il y a aussi les dictionnaires d'économie politique, les pamphlets, les pétitions de créanciers ou de rentiers, les textes législatifs, les débats parlementaires, les images aussi évidemment. Et puis il est difficile de cerner l'imaginaire social du crédit sans examiner les pratiques elles-mêmes qui se renouvellent au cours du siècle et dont on trouve les traces par exemple dans les comptes rendus de procès d'usuriers, dans les jugements pour faillite, dans les courriers adressés au mont-de-piété ou dans les autobiographies. Donc je serai très très modeste et je me concentrerai ici sur l'imaginaire du crédit qui se dessine dans la première moitié du siècle à partir des écrits qui ont été publiés à son sujet, sur ce sujet. Si ce discours, comme je l'ai intitulé, donc si ce discours nouveau enrichit les représentations du champ du crédit, il ne supplante pas pour autant celles qui sont héritées et dont nous verrons à travers la figure de l'usurier qu'elles sont toujours présentes dans l'imaginaire collectif. Alors j'examinerai deux moments dans l'évolution du discours sur le crédit dans la France du 1er XIXe siècle. D'une part, autour des années 1814-1818, au sortir de la Révolution et des guerres de l'Empire, et puis dans un deuxième temps, les années 1848-1850, lorsque la crise économique et financière va mettre au premier plan ce que les contemporains appellent la crise du crédit. Et ce sont deux périodes qui connaissent un vrai pic de publication sur le sujet. Au début de la Restauration, la question de la dette publique et le crédit de l'État agite la vie politique. De nombreuses brochures sont rédigées pour influencer les débats parlementaires ou pour défendre des intérêts économiques. Leurs auteurs sont souvent connus, ayant joué un rôle dans les institutions financières de l'Ancien Régime. On a des diplomates, des juristes, des négociants, mais il y a aussi beaucoup d'anonymes qui se désignent comme des rentiers, des architectes et qui tiennent à s'exprimer. L'enjeu est important. La monarchie restaurée doit éponger les dettes de l'Empire, payer des indemnités aux Alliés et entretenir 150 000 soldats étrangers en attendant que les comptes soient réglés. Il faut donc beaucoup emprunter et pour emprunter, l'État doit inspirer confiance. Comme l'écrit le duc de Lévis, qui est pair de France, à propos de Napoléon, « Celui qui pouvait tout prendre ne pouvait rien emprunter ». La réflexion sur le crédit public est alors étroitement liée à la question du régime représentatif et du contrôle parlementaire qui s'affirme sur les finances. Or, derrière les divergences politiques, les auteurs ultra ou libéraux partagent une même fascination pour le crédit public qui naît de la morale publique, c'est-à-dire du respect des engagements par les gouvernements. Dès lors, la dette publique, qui constitue pourtant le revers menaçant, ne semble pas poser problème, alors même que les contemporains ont souvent vécu la déroute financière de l'Ancien Régime. Il s'agit d'un simple problème technique à résoudre que la création en 1816 d'une caisse d'amortissement va solutionner. On affirme ainsi que la dette vaut mieux que l'impôt parce que la dette vivifie et que l'impôt tue.
Certains alertent bien sur la spirale de l'endettement qui menace les États, mais tous les auteurs que j'ai lus s'accordent à pourvoir en la dette publique un moteur essentiel de la vie économique de la nouvelle société. Même un avocat, député du Cantal, qui est plutôt à gauche et spécialiste reconnu des questions financières, et qui s'alarme pourtant de l'endettement public, s'étonne. L'énormité de la dette anglaise, dit-il, ne semble pas avoir entravé la progression des richesses. À la fin des années 1840, le discours sur le crédit évolue. À côté de la crise financière qui a contraint le gouvernement républicain à augmenter les impôts, les fameux 45 centimes, les activités commerciales et industrielles pâtissent de la contraction du crédit. Personne ne fait plus confiance à personne et n'accorde ou ne veut accorder des faits de commerce. Les créanciers veulent récupérer leurs fonds, les épargnants affluent dans les caisses d'épargne pour retirer leurs dépôts. Les faillites se multiplient et le chômage s'aggrave. C'est la gravité de la crise qui explique la place centrale du crédit dans la presse et l'édition. Jamais autant de brochures, d'articles, de pamphlets, voire de poésie ne lui ont été consacrés. Que l'on soit propriétaire au Batignolles, chef d'atelier de la Croix-Rousse, mais aussi avocat, imprimeur, juriste ou propriétaire exploitant, chacun semble avoir son mot à dire. Alors les solutions sont extrêmement diverses, mais les auteurs partagent tous, moi ceux que j'ai lus, encore une fois, ostensiblement une véritable foi dans le crédit. En effet, la disparition du crédit, pour reprendre le terme utilisé, qui l'a rendu paradoxalement visible, lui a conféré un pouvoir, ou lui fait ressortir, on va dire, un pouvoir immense et mystérieux. Et ce pouvoir fascine. Le crédit, c'est le sphinx moderne, comme l'écrit Émile de Girardin. C'est un principe d'organisation, un moteur, un lien social, une puissance dotée d'une force prométhéenne. Il y a de la magie dans le crédit, comme un mystère que l'économiste Charles Coquelin compare au mystère des langues. On partage une langue sans pour autant en comprendre nécessairement les lois. De même, le crédit est partagé sans qu'on maîtrise véritablement ses principes. Le crédit relève de la magie, voire du miracle, car il ne peut exister sans la confiance. Il a ceci de commun avec Dieu qu'il n'existe que par la foi. Les métaphores religieuses vont imprégner ses discours. En 1848, la religion du crédit, pour reprendre l'expression de Villèle en 1824, est plus que jamais célébrée. Et le parallèle va plus loin. En effet, le crédit est le nouveau Jésus, c'est le nouveau Messie, c'est, je cite, le rédempteur du peuple, celui dont on attend la résurrection. Alors on a vraiment une faveur quasi religieuse qui peut étonner au regard des siècles de condamnation du prêt à intérêt, mais en réalité, l'apologie se double souvent dans les mêmes textes d'une condamnation de l'usure. Et l'usure est au crédit, en fin de compte, ce que le diable, qui n'est jamais qu'un ange déçu, est à Dieu. Comme comme Dieu l'emportera sur le mal, le crédit sauvera le peuple de l'usure. Alors, vous l'aurez compris, le crédit ne se définit pas vraiment conceptuellement. Il n'y a pas dans ses écrits de théorie du crédit. C'est par les analogies, par les métaphores que le crédit se comprend. Alors, le répertoire est extrêmement varié, mais ce sont les métaphores organiques qui dominent, parce qu'elles permettent finalement d'éclairer le mieux son rôle et son pouvoir. Ces représentations du crédit vont s'insérer dans une conception organique de la société qui remonte à l'Antiquité, mais qui s'est enrichie par les découvertes sur la circulation sanguine au XVIIe siècle. Dans cet imaginaire, le capital est le fluide vital qui irrigue, qui alimente le corps social, et le crédit est le moteur qui accélère sa circulation et qui permet de diffuser le capital partout dans l'organisme. Dans cette représentation, le crédit est à la fois ce qui s'écoule, par exemple par les effets de commerce, et le moteur qui accélère le débit. Alors le thème de la circulation est ancien, mais il s'enrichit également des conceptions hygiénistes. Comme l'eau et l'air doivent circuler dans les logements et dans la ville, la monnaie et le crédit doivent circuler dans le corps social. Seul ce qui est en mouvement est sain. Il ne doit y avoir ni obstruction, ni engorgement, ni stagnation, ce qui justement s'est produit en 1948. Quand la monnaie et le crédit stagnent, ce sont la société et l'économie qui tombent malades. Donc on le voit, le crédit s'insère dans un imaginaire qui est complexe, qui est à la fois mystique, physiologique, biologique ou au contraire industriel. On a d'autres métaphores industrielles. Insaisissable, sa réalité ne semble pouvoir être appréhendée que par les métaphores. Or, ça n'est pas anodin, parce que le choix des métaphores va orienter l'interprétation du phénomène. En substituant une image à une réalité ou à une pratique, les métaphores contribuent à transférer un horizon de sens dans le domaine qu'elles qualifient. Et finalement, elles modifient sa perception. Et on peut passer insensiblement du descriptif au prescriptif.
Ainsi, la métaphore de l'organisme va conduire à penser en termes pathologiques les difficultés économiques et en termes médicaux les solutions à apporter. Pour certains, plutôt à gauche pour aller vite, c'est un des organes du corps qui a détourné à son profit le flux vital et qui l'empêche de circuler. Ce sont les accapareurs, donc terme bien ancien évidemment, qui ont gardé leur numéraire et qui ont interrompu la circulation. Il y a comme un kyste, il va falloir le percer pour laisser sortir les capitaux. On va donc proposer des solutions volontaristes, voire autoritaires, comme la nationalisation du crédit ou l'impôt. Mais cette même métaphore de l'organisme va conduire au contraire les libéraux à une toute autre interprétation. Ils pensent en effet que l'organisme se régulera de lui-même. C'est la peur née de la révolution qui explique les difficultés économiques, et la circulation, le crédit renaîtront naturellement une fois la confiance restaurée. Alors restaurer la confiance ne se décrète pas, mais on peut l'encourager en adossant le crédit à ce qui semble le plus solide, le plus indestructible. En un mot, à la terre, la confiance renaîtra naturellement. Je cite un certain Lambert, qui est l'auteur d'un catéchisme du crédit foncier. « Si les émeutiers ou les cosaques passent sur le champ hypothéqué, ils n'enlèveront jamais que la terre qui restera attachée à leurs souliers. » Pour de nombreux auteurs, les banques territoriales ou foncières constituent un remède à la crise tout en permettant de lutter contre l'usure dans les campagnes. Elles permettront de mettre en mouvement les richesses du sol, qui est un grand thème qu'on retrouve dans les ouvrages, car elles constituent un moyen de donner la vie à ce qui est matière. Alors il faut insister vraiment sur la plasticité des représentations du crédit. Je n'ai pas le temps d'insister là, mais en 1848, le crédit s'imprègne aussi dans l'ambiance démocratique et sociale. Alors on pense au débat sur le crédit gratuit de Proudhon, mais plus généralement, la réforme du crédit est pensée comme la clé de voûte de l'organisation du travail qui est à l'ordre du jour chez les ouvriers parisiens. Organiser le crédit, dit-on, c'est organiser le travail. En favorisant la circulation du numéraire dans toutes les classes de la société, il peut agir comme un outil de redistribution et de démocratisation. Et déjà en 1831, les canuts lyonnais, qui avaient obtenu pour leur usage la fondation d'une caisse de prêt, voyaient le crédit comme un outil de libération économique, comme un moyen de s'affranchir de la dépendance des fabricants. Alors ici, il faut bien voir qu'on ne songe guère à l'emprunt des petites gens pour sortir d'une mauvaise passe. Pour eux, il y a le prêt sur gage au mont-de-piété. Démocratiser le crédit en 1848, ça signifie essentiellement le rendre accessible aux travailleurs qui n'ont pas ou peu de garantie et mettre fin au monopole de l'aristocratie financière comme certains la qualifient. Alors au début de la Seconde République, donc la question du crédit est vraiment au cœur du débat public et l'on voit la force des analogies et des métaphores dans cet imaginaire. Métaphores dont l'économiste Bastiat soulignait déjà le danger intellectuel qu'elle représentait. Alors, il faudrait analyser dans la deuxième moitié du siècle dans quelle mesure ces représentations vont persister ou évoluer à mesure que les grands établissements de crédit sont créés ou que la discipline économique se constitue. Mais pour l'heure, je soulignerai que l'enthousiasme qui est suscité par le crédit ne fait pas disparaître des représentations héritées et en particulier une figure assez obsédante qui est celle de l'usurier. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, le crédit apparaît comme un principe vital. Mais si on se place à l'intérieur de la relation de crédit, du point de vue des acteurs privés, la réalité apparaît sous un autre jour. L'apologie du crédit dans la première moitié du siècle coexiste avec la dénonciation des usuriers qui pratiquent des taux exorbitants. Alors il faut rappeler que l'usure se définit à l'époque de manière restrictive, puisque en octobre 1789, le prêt à intérêt a été autorisé en France et que la loi de 1807 a défini des taux légaux de 5% en matière civile et de 6% en matière commerciale. Ce sont les plafonds légaux législatifs. Cette dénonciation, donc des usuriers, elle repose bien sur une réalité, à savoir l'insuffisance de l'offre de crédit, notamment dans les campagnes. Mais elle renvoie aussi à des stéréotypes anciens qui s'entretiennent ou se renouvellent, comme en témoigne notamment la littérature. Il y a une physiologie des usuriers et les prêteurs et les usuriers sont légion chez les auteurs du XIXe siècle. Alors je vous rassure, je ne vais pas du tout tenter de décrire les différentes figures d'usuriers dans la littérature, j'en serais bien incapable. Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est que ces stéréotypes sont très présents et jouent vraiment un rôle. Alors pour aller à l'essentiel, je dirais juste que les usuriers ont des points communs qui sont fondamentaux, la passion dévorante pour l'argent, l'avarice, le manque de cœur, l'insensibilité face à la détresse.
Et ce sont ces caractéristiques psychologiques et morales qui sont essentielles et construisent les stéréotypes qui marquent les imaginaires. On en a des indices, d'abord dans les affaires judiciaires. Alors là, je vais reprendre l'étude d'une américaine qui s'appelle Erika Voss, qui a travaillé sur la prison pour dette en fait dans la France du 1er 19e siècle et qui a montré en analysant les retranscriptions des débats pour procès d'usure dans la Gazette des tribunaux que finalement la description qui en est faite conforte tout à fait le stéréotype, notamment celle de l'usurier rural. Ainsi, ce jardinier de Franche-Comté, au calme glacial, qui en 1840, malgré sa richesse supposée, s'habille de haillons et dort sur un tas de paille. Le poids des stéréotypes se lit aussi à l'inverse, lorsque les inculpés semblent vraiment tout à fait respectables. À Saint-Gaudens, on a 3 usuriers habituels, et je vous expliquerai pourquoi on parle d'usuriers habituels, qui apparaissent si bien vêtus, voire élégants, et qui s'expriment si agréablement que les juges s'en étonnent. Pour eux aussi, finalement, le stéréotype de l'usurier, c'est comme l'horizon de référence qui peut conforter l'accusation. La législation elle-même semble définir l'usure finalement d'un point de vue moral et psychologique. En plafonnant le taux d'intérêt à 5 et 6%, la loi de 1807 a bien créé un délit. Mais le délit qui est créé n'est pas le délit d'usure, mais le délit d'habitude d'usure. Comme si finalement on ne prohibait pas le vol occasionnel, mais seulement la récidive. Seule la répétition crée le délit qui peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels. Un débiteur peut bien contester un prêt usuraire, mais seulement devant les tribunaux civils. Pour qu'il y ait poursuite pénale, il faut qu'il y ait une escroquerie. Alors évidemment, cette définition a des implications concrètes puisque les poursuites sont plus difficiles, mais on comprend à travers cette législation que finalement la condamnation vise surtout le type, les mœurs, car celui qui prête habituellement à des taux excessifs, à toujours, ne peut qu'avoir des motivations viles. C'est moins l'usure finalement que l'usurier que l'on poursuit. C'est la personne plus que le délit. Alors, des raisons peuvent bien ponctuellement justifier que l'on prête exceptionnellement à un taux qui dépasse la norme légale, mais la répétition prouve l'appât du gain, l'immoralité, l'insensibilité, la bassesse du prêteur. Et donc, la législation témoigne d'une réelle ambivalence. Le prêt usuraire rend un service. Et d'ailleurs, certains débiteurs dans les tribunaux vont défendre leurs usuriers. Mais la société réprouve les motivations qui les animent. Alors, j'insiste pas, mais dans le grand dictionnaire Larousse, par exemple, dans les années 70, on retrouve cette même ambivalence entre une sorte d'acceptation de l'usure, parce que c'est une explication économique de l'usure, et puis une dénonciation tout à fait morale des usuriers. L'usurier, c'est une figure finalement repoussoire qui permet de situer le crédit du côté de la morale. Il est vraiment très présent dans l'imaginaire collectif. En 1850, par exemple, lors des débats parlementaires à propos de la révision de la loi de 1807, les stéréotypes sont convoqués par ceux qui défendent le plafond légal. L'usurier, dont l'imagination malhonnête et sans borne, guette sa proie, qui l'appâte pour mordre sans répugnance. C'est un prédateur, et pire, un charognard. Efficacité des métaphores peut-être, la loi du 19 décembre va aggraver la répression en prévoyant une peine d'emprisonnement. L'idée qu'un honnête créancier puisse exister peine à émerger au milieu du siècle, même si les arguments purement économiques commencent à se faire davantage entendre. Si l'usurier est redoutable, c'est qu'il tisse sa toile autour de son débiteur, de sa proie, jusqu'à ce que celle-ci, impuissante à se libérer, ne meure. Les représentations du caractère mortifère de l'entêtement sont évidemment omniprésentes dans la littérature, et peu importe les faiblesses morales qui en sont à l'origine. Les images satiriques, dont je ne suis pas du tout spécialiste, renvoient aussi à cette menace de l'endettement. À la Belle Époque, la venue de l'huissier et la scène de la saisie des meubles ou d'expulsion pour dette de loyer sont abondantes dans les caricatures. Nulle représentation des vertus du crédit, mais au contraire le drame de la dette. Juste un exemple, cette caricature de Villette en 1913. « Non, non, monsieur l'huissier, on ne saisit pas les enfants ». Comme l'a montré Laurent Bill, l'endettement fait courir un risque qui est non seulement financier, mais aussi personnel. L'intrusion de l'huissier dans le domicile est représentée comme un viol de l'intime, comme une dépossession de soi. Bras droit de l'usurier, l'huissier est prêt à saisir les enfants comme de simples meubles. Avec la dette, finalement, on paie toujours de sa personne, et parfois même en nature, comme cette caricature le suggère. Alors, que conclure finalement de cette... c'est bon. Que conclure finalement de cet éclairage très ponctuel?
Bon, j'ai construit mon intervention sur le tiraillement entre, d'un côté, un imaginaire métaphorique du crédit tout-puissant qui s'affirme dans la première moitié du siècle et la présence obsédante de l'infâme usurier. Alors ça pose évidemment des questions, et en particulier comment articuler ces représentations plurielles, voire discordantes. Alors j'aurais trois idées. Bon, de manière assez simple, finalement, on ne parle pas exactement de la même chose. Dans un cas, on va parler du crédit de type économique, alors que dans l'autre cas, on va avoir le crédit à la consommation. Donc il faudrait prolonger l'analyse pour voir justement si, à partir des années 1870, le développement du crédit à la consommation destiné aux ouvriers va modifier la perception de l'usurier. Sachant que parallèlement, on a un renouveau de l'antisémitisme, une mutation de l'antisémitisme qui va se manifester pour alimenter encore la figure de l'usurier. Plus généralement, on pourrait considérer aussi qu'il y a des représentations socialement différenciées. Alors honnêtement, pour moi, ça me paraît très difficile de trancher ici avec ce que je vous ai proposé, mais il me semble évident qu'il existe une composante sociale, genrée, voire géographique aux représentations et à l'imaginaire. Et je pense que ça, c'est un vrai problème du travail de l'historien, qui est d'arriver à identifier ces composantes. Enfin, ces divergences renvoient, à mon sens, à des strates imaginaires différentes. On aurait peut-être une couche plus profonde, de plus longue durée et de plus grande inertie, pour reprendre le terme qui me semble vraiment très juste, avec cette figure de l'usurier qui se pose à la fois comme une limite morale au crédit et qui révèle en même temps l'angoisse du dépouillement et de la dépossession de soi. Et au-dessous de cette couche un peu ancienne, qui remonte finalement à très très longtemps, on aurait une couche plus superficielle, plus récente peut-être, qui émerge dans les écrits étudiés. Couche plus fragile, plus plastique, à mon sens, car les représentations, on l'a vu, sont encore malléables. Et s'il existe des strates imaginaires différentes, il y a donc des temporalités différentes. Et l'une des principales difficultés méthodologiques et des enjeux de l'histoire des imaginaires va consister à les articuler et à analyser les facteurs et les modalités du changement, ce qui n'est pas simple. Pour finir, en élargissant encore le propos, il me semble vraiment que l'analyse des représentations de l'économie, dont j'ai évoqué à partir de l'exemple du crédit, est vraiment une porte d'entrée essentielle, un observatoire idéal pour appréhender l'imaginaire social. Et je pense que c'est un champ qui reste encore largement à défricher, en tout cas pour la période contemporaine. Ouais.